Ne pas vouloir d'enfants, c'est le choix de vie que font actuellement 5% des Français et des Françaises. Les child-free, comme on les appelle outre-Atlantique depuis les années 70, n'éprouvent pas le besoin d'expérimenter la parentalité pour trouver l'épanouissement. Un choix personnel, intime, qui bien souvent dérange et se révèle être un choix politique. À 33 ans, Vanessa est responsable marketing. Elle a toujours su qu'elle ne souhaitait pas devenir mère, une prise de position toujours assumée qui amusait sa famille lorsqu'elle était enfant puis adolescente, mais en approchant la trentaine, la jeune femme a alors essuyé des remarques de plus en plus blessantes. Toute ma vie, j'ai entendu « tu changeras d'avis, tu dis ça maintenant, mais tu verras, quand tu seras grande, t'en voudras un ». Moi, ma mère m'a déjà dit « tu vas quand même pas me faire ça ». Les remarques les plus violentes, c'est ça, c'est « t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu vas vieillir, mourir seule, tu vas rien laisser en fait ». J'espère que je laisserai des trucs. Égoïste, immature, névrosée, les remarques infligées aux child-free sont nombreuses et peuvent virer au harcèlement, comme le dénonce l'influenceuse française Marie Lopez, plus connue sous le nom d'Enjoy Phoenix, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube le 20 avril 2021. Je veux qu'on me considère comme une personne et pas comme un utérus, s'il vous plaît. J'en ai marre. J'en peux plus. C'est mon choix. C'est ma vie. Laissez-moi tranquille en fait. Laissez-nous tranquilles. Si le désir d'enfant est aux yeux de la société la suite logique pour un couple stable en âge de procréer, le non-désir d'enfant est incompris, constamment questionné, jugé contre nature et rendu illégitime aux yeux du grand public. Bettina Zourli est une militante française child-free. Elle est l'autrice de Child-free, je ne veux pas d'enfant et tient le compte Instagram du même nom. Elle déconstruit les diktats liés au genre, aux normes et à la parentalité. Quand tu vois les réactions, quand je poste genre un article, un truc comme, enfin juste une photo, une vidéo sur les réseaux sociaux, les réactions se font pas attendre et elles sont quand même parfois très insultantes, clairement. Je pense que ça dérange parce que on a toujours fait comme ça, donc pourquoi on changerait en fait? Ça remet tellement en question tout le modèle sociétal qu'on s'est échiné à construire pendant des siècles que les gens en fait comprennent pas que tu puisses vivre seulement pour toi. Et du coup, c'est pour ça qu'on est taxé d'égoïste, c'est pour ça qu'on est taxé de personnes qui ne seront jamais des vraies femmes. Enfin, moi, on m'a dit ça plusieurs fois quand même. Ce qui est difficile, je pense, c'est que les personnes se sentent jugées en fait. Quand on leur dit je veux pas d'enfant, elles entendent moi j'en ai et cette personne rejette ma manière de vivre. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi avec ma mère qui se dit on a un lien toutes les deux qui est très fort et peut-être qu'elle se dit c'est bizarre qu'elle ait pas envie de ça elle. Il y a aussi ce besoin de se rassurer sur mais moi je suis normale, j'ai des enfants et elle est pas normale en fait. Elle a un choix de vie qui est très étrange et qui correspond pas à la norme. Le terme child-free apparaît pour la première fois en 1972 dans un article du Time aux États-Unis, mais n'a pas d'équivalent en français. Dans l'Hexagone, l'INED, l'Institut national des études démographiques, publie les premières données concernant cette frange de la population en 1995. Aujourd'hui encore, les données sont rares et mêlent bien souvent les sans enfants par choix, et ce, par obligation. Il y a une hausse de la part des personnes qui finalement n'ont pas d'enfants du tout au cours de leur vie. Alors elle est modeste, elle est lente dans des pays comme la France. Peut-être qu'elle ne va pas aller tellement au-delà de près de 15%, comme on l'observe aujourd'hui pour les femmes. Elle pourrait augmenter plus, comme on l'observe actuellement dans les pays du sud de l'Europe, comme on l'observe aussi au Japon, en Corée du Sud, en Asie de l'Est. Ces statistiques datent de 2020 et sont basées uniquement sur les femmes de 50 ans. En Allemagne, elles seraient 25% à ne pas avoir d'enfants, 20% en Italie et 18% au Royaume-Uni. La pression sociétale sur la nécessité d'enfanter s'avère être plus forte pour la femme que pour l'homme. Dans son ouvrage « Lâchez-nous l'utérus », la journaliste féministe française Fiona Schmidt écrit « Dans l'inconscient collectif, la reproduction et donc la parentalité dépend avant tout des femmes, ce qui conforte les rôles genrés et l'idée selon laquelle une mère sait et donc fait intuitivement toujours mieux qu'un homme. Une femme n'est pas femme sans être mère. » En France, où le taux de natalité est le plus haut d'Europe, un terme existe pourtant pour qualifier une femme sans enfant, nullipare.
Mais socialement, la femme serait donc définie par la productivité de son utérus et non comme un individu à part entière. Pour Bettina Zourli, la pression va plus loin. La France, c'est quand même un pays très très nataliste. Enfin, je veux dire, au niveau des lois, au niveau même de la sécurité sociale, du fonctionnement sociétal qui encourage la natalité. C'est encouragé d'un point de vue politique et sociétal, parce que le renouvellement générationnel, parce que, mine de rien, plus il y a de personnes dans un pays, plus le pays est aussi puissant. Enfin, je veux dire, il y a une certaine puissance même au niveau juste de la guerre. Il faut des bras, il faut des personnes. D'un point de vue économique et capitaliste, il faut des êtres humains. Donc voilà, moi je commence tout doucement à déconstruire un peu aussi cette dynamique productiviste et capitaliste qui fait qu'on utilise le temps et le corps des femmes gratuitement pour créer de la main-d'œuvre en fait. Une pression moins forte mais tout aussi présente pour les hommes. Julien a 33 ans et est médecin épidémiologiste. Il avoue ne jamais avoir souffert d'une quelconque pression sociale ou familiale liée à son non-désir d'enfant. En 2020, il a passé le cap de la vasectomie, une opération qu'il n'a pas souhaité partager avec sa famille. C'est pour cette raison qu'il témoigne de manière anonyme. J'ai mis longtemps quand même avant de penser à la vasectomie parce que c'est quand même un engagement. J'étais en couple avec des personnes qui ne pouvaient pas forcément prendre de contraception hormonale pour des raisons de santé. Et je me suis dit, peut-être que moi je peux faire quelque chose finalement. J'en ai parlé un peu, mais plutôt à des amis et pas trop ni à la famille ni dans le contexte professionnel. On évite de potentiels conflits qui pourraient survenir en abordant ce sujet-là, alors que de toute façon, maintenant c'est fait, j'ai pas de regrets, et puis j'ai pas forcément envie d'en débattre plus que ça, quoi. En France, la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception autorise toute personne majeure à avoir recours à une contraception définitive. Un délai de réflexion de 4 mois doit être respecté par le ou la patiente, mais en réalité, il est bien souvent difficile de trouver le ou la praticienne qui acceptera de réaliser cette opération. Sur les réseaux sociaux, des groupes s'échangent des listes d'urologues et de gynécologues qui appliquent la loi, comme Sami Haddad, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital de Périgueux depuis plus de 20 ans. Il observe depuis des années les comportements de ses confrères. Mes collègues en faisaient pour certaines patientes dont ils avaient validé la décision. C'est-à-dire, elle avait suffisamment de gosses, l'âge. Si j'estime que c'est bien, c'est que c'est bien. Si j'estime que c'est mal, je valide pas. C'est ça le patriarcat. En 2017, Sami Haddad réalisait des hystérectomies et des salpingectomies sur des femmes de tous âges. Un an plus tard, il reçoit un email de son chef de service qui remet en question différents actes de contraception définitive sur des femmes de 25 à 33 ans. Chers confrères, une hystérectomie reste un acte qui peut être considéré comme mutilant, même si vous le proposez qu'elle accepte. Faire valoir l'argument « c'est son choix » est trop facile, voire limite respectueux pour la patiente. Commence alors une bataille devant la justice. Le gynécologue a été suspendu de ses fonctions en juillet 2020. Si l'hôpital de Périgueux avance une mésentente grandissante entre le service et le gynécologue, pour Sami Haddad, il s'agit d'une opposition totale à ses prises de position pour la contraception définitive. Il envoie ce mail à tous mes collègues, la cadre du service, la direction des affaires médicales, le président de CME, le chef de pôle, le directeur. Tous, ils sont tous nommés. On a presque l'impression que je fais un acte illégal, en fait, dans cette stérilisation. C'est un problème de vision de la médecine en général. Il faut qu'on sorte de cette notion de médecin tout-puissant, parce que c'est ça un des problèmes. La stérilisation, j'y pense. Je me suis pas encore lancée dans le processus parce que je sais que je vais avoir des portes fermées, qu'il va falloir que je consulte plusieurs médecins. Pour l'instant, j'ai pas eu honnêtement ce courage-là de m'exposer à des refus parce que je sais que ça va être difficile à encaisser. Dans les pays anglo-saxons, la contraception définitive, c'est limite le premier moyen de contraception, quoi. Enfin, c'est en gros, les couples, la vasectomie, c'est complètement OK. Au Canada, aux États-Unis et même au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou, qui n'est pas du tout mal vu. L'éveil des consciences écologistes et féministes redistribue les cartes du désir d'enfant. La crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid-19 change elle aussi la donne pour beaucoup de Français et de Françaises, mais aura-t-elle un impact sur la natalité en France ? Pour le démographe Gilles Pizon, rien n'est moins sûr. Au printemps 2020, certains prédisaient un baby-boom 9 mois après, parce que les gens étaient confinés chez eux. En réalité, 9 mois après, ce qu'on a observé, c'est une baisse des naissances. 13% de naissances en moins en janvier 2021,
5% de naissances en moins en février 2021, une crise économique, est souvent suivie 1 ou 2 ans après d'une baisse des naissances. Il n'est pas exclu qu'on observe, comme après les crises économiques passées, une récupération en sortie de crise. La pop culture questionne la parentalité depuis plusieurs années. En 2007, l'essayiste Corinne Mayer avait fait beaucoup parler avec son livre No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Et Léonore Coste dans sa web-série Genre humaine. Est-ce que c'est pas nimble de faire des gosses avec les histoires de fin du monde et tout? C'est vrai, quoi. Est-ce que c'est pas un truc de gros con de faire des gosses maintenant alors qu'on sait que c'est la merde? Ou encore récemment la chanson Parents de Ben Mazué, sortie en 2020 et qui met à l'honneur les child-free. Tu dis, on commence à être beaucoup quand même, qu'il faudra bien qu'on comprenne. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. Peu à peu, les child-free sortent de l'invisibilisation, le point de départ pour que les mentalités évoluent. Je commence à être sollicitée par des médias de parents. Le fait qu'il y ait un vrai dialogue et qu'il y ait des vrais liens qui se mettent en place, des ponts en fait d'échanges, c'est hyper encourageant. C'est bien de vouloir libérer la parole pour que les gens agissent en conscience, mais il ne faut pas oublier que 90 voire 95% des gens vont faire des enfants et que le but c'est qu'eux-mêmes ne reproduisent pas cette pression sociale sur leurs propres enfants après et grandissent, et évoluent en se disant qu'ils seront peut-être jamais grands-parents et que c'est pas grave.